Bon, alors comme vous le savez, on est en période électorale, donc on pourrait s'attendre, s'agissant du vote, à ce qu'on parle de l'actualité la plus brûlante. Alors j'ai lâchement contourné ou esquissé le problème. Je vais plutôt faire un recul historique sur le vote, et puis peut-être qu'au moment des questions, on pourra parler de l'actualité la plus brûlante. Je vais peut-être commencer par une expérience singulière, puisque j'ai un ancien étudiant qui est en face de moi. Il se trouve qu'en maîtrise de sciences politiques, donc c'est en 4e année, par rapport à des étudiants qui se sont volontairement engagés dans un cursus de sciences politiques, je fais un cours de sociologie du vote. Et il se trouve également que je suis quasiment obligé de m'excuser, ou en tout cas de légitimer le fait qu'en sciences politiques, on consacre une trentaine ou une quarantaine d'heures sur le vote. C'est quand même quelque chose d'assez paradoxal, qui renvoie au désintérêt spontané qu'ont les étudiants, même inscrits en sciences politiques, pour ce rite qui est le vote ou qui est l'élection. Alors, c'est bon, je vous rassure tout de suite, en cours d'année, tout finit par s'arranger, mais c'est vrai que la réaction première, c'est plutôt un soupir un peu désabusé dès qu'on prévient les étudiants qu'ils vont devoir endurer une trentaine, une quarantaine d'heures sur le vote. Alors, la question qu'on peut poser par rapport à cette toute petite anecdote, c'est d'où vient cette sorte de désintérêt, de saturation par rapport aux phénomènes électoraux. Alors, je crois qu'il y a une réponse très très simple, c'est que, d'un certain point de vue, le vote est considéré comme quelque chose de tout à fait évident, allant de soi. C'est une pratique ordinaire, c'est une pratique banale, donc c'est une pratique qui ne suscite plus guère de curiosité. Ça n'a rien d'une énigme, à la différence des nouveaux mouvements sociaux, ou si vous travaillez, je ne sais pas, sur ACT UP, auparavant sur Attac, sur des mouvements terroristes, sur la politique via Internet. Dès que vous travaillez sur quelque chose de plus récent, de plus émergent, vous suscitez davantage d'intérêt. Alors, en sociologie, puisque je suis sociologue, il faut toujours s'interroger sur les raisons pour lesquelles un phénomène, qui est un phénomène social, le vote c'est un phénomène social, les raisons pour lesquelles un phénomène apparaît comme étant naturel. Parce qu'il n'y a rien qui énerve plus un sociologue que quand on lui dit c'est naturel. Ça va de soi. Non, il n'y a rien de naturel, tout est construit, tout est sociologiquement construit. Alors, les raisons de la naturalisation du vote, il n'est pas naturel, il a été progressivement naturalisé, elles tiennent, à mon avis, à 3 ou 4 choses très très simples. La première, c'est l'épaisseur historique du vote. On vote, on va en reparler tout à l'heure, on a des traces de vote depuis à peu près 4000 ans. Donc ce n'est pas un phénomène social émergent. C'est un phénomène qui semble remonter à la nuit des temps. On pense qu'on a toujours voté. Et, grosse erreur, on pense qu'on a toujours voté comme nous votons actuellement. Donc ça, c'est un premier vecteur de naturalisation, le fait que c'est une pratique ancestrale, donc vis-à-vis de laquelle on ne se pose plus guère de questions. Alors, le deuxième vecteur, c'est, je crois, la récurrence du vote. Pour qu'on s'étonne d'une pratique, il faut qu'elle soit un peu extraordinaire. Or, on ne cesse de voter. J'ai fait un petit calcul, depuis 1958, on vote en moyenne, ça tombe presque juste, tous les 9 mois en France. C'est une durée moyenne de gestation qui est quand même très courte. Et encore, je ne compte que les premiers tours. Quand il y a 2 tours, la périodicité est réduite d'autant. Et puis on ne vote pas qu'aux élections dites politiques. Vous votez en tant que parent d'élève, en tant que mutualiste, en tant éventuellement qu'actionnaire, en tant que membre d'un syndicat de copropriétaires. Vous votez à l'occasion d'un mouvement social pour ratifier ou pas, je ne sais pas moi, un mouvement de grève ou tel accord. Vous votez pour la Star Academy. Donc les enfants votent de plus en plus jeunes pour élire des délégués de classe, donc la socialisation électorale commence très tôt. Donc voilà, une deuxième raison qui fait que c'est considéré comme naturel, comme banal, comme ordinaire, c'est la récurrence de la pratique. Donc il y a une sorte de répétition qui est au principe d'une certaine usure, d'une certaine lassitude, en tout cas d'un manque de curiosité.
Le troisième phénomène, c'est, d'un certain point de vue, la banalité du vote. Il y a un certain nombre de sociologues qui avaient souligné l'idée que le vote, finalement, ça peut être considéré comme un rite, de façon un peu anthropologique. Je vous rappelle la définition anthropologique du rite. Le rite, c'est un moment qui est très minutieusement ordonnancé de contact entre le profane et le sacré. Pensez par exemple à l'Eucharistie dans la religion catholique. Là, vous avez quelque chose qui est très codifié et qui est censé, si on y croit en tout cas, mettre au contact les simples profanes, les simples mortels avec le sacré. Et d'un certain point de vue, le vote, c'est effectivement le fait que des citoyens se retrouvent en situation d'égalité, quelle que soit par ailleurs leur qualité ou leurs attributs sociaux, et pèsent tous du même poids pour désigner le représentant. Et dans le cas qui nous occupe, le président de la République, par exemple. Donc on a bien une sorte de mise en contact, mais qui est tout à fait exceptionnelle, du sacré, le pouvoir, avec le profane, les simples électeurs. Avec probablement même des rites, un peu comme au carnaval, d'inversion. C'est-à-dire les dominants deviennent exceptionnellement dominés. Les candidats vont à la rencontre. On pourrait même dire que de temps en temps, ils s'abaissent. Pensez à la candidature Balladur, par exemple. On voyait bien qu'il n'était pas très à l'aise dans les meetings, dans les porte-à-porte ou sur les marchés. Donc où les candidats, exceptionnellement, s'abaissent et où les dominants sont dominés, les dominés dominants. Mais ça, évidemment, ça dure l'espace d'un instant. Donc ça peut être considéré comme un rite. J'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs. Tout le vocabulaire du vote emprunte à la religion. Les élus, au départ, c'est ceux qui sont à la droite de Dieu. Voter, c'est au départ votum, c'est exprimer une prière vis-à-vis du Seigneur. Le scrutin, au départ, scrutinium, c'est un examen de contrôle de la foi. Les bulletins qu'on va vous envoyer sont des professions de foi. Un candidat qui se présente dans une terre hostile, il va en terre de mission. Vous avez un état de grâce. Les urnes, au départ, ont évidemment une origine religieuse, etc., etc. Donc tout est réuni pour sacraliser un peu le vote, mais en même temps, ce rite, qu'est le vote, est un rite qui est extraordinairement pauvre, donc je reviens à la banalité, aussi bien dans son ordonnancement, aller voter ça prend quelques minutes, que dans les lieux même de ce rite, c'est-à-dire c'est un vulgaire gymnase, une vulgaire salle d'école, un préau, et le rite se résume à 3 ou 4 gestes. Donc c'est un rite, d'accord, mais à condition de tout de suite considérer qu'il est très pauvre, et donc là encore, on n'a pas quelque chose d'extraordinaire. Et puis la quatrième propriété attachée au vote actuellement, qui fait que c'est une pratique qui n'est pas problématisée, qu'on ne va pas remettre en question, qu'on ne va pas questionner, c'est l'idée que le vote, c'est la quintessence de la démocratie. Il y a une sorte d'équivalence entre vote et démocratie, qui sacralise évidemment le vote, mais qui en même temps interdit qu'on pose trop de questions au vote. Donc voilà les 4 raisons, me semble-t-il, qui font que on ne suscite pas beaucoup d'intérêt quand on parle du vote, voir ce qui se passe ce soir même. Alors, comment on peut s'en tirer pour essayer de dénaturaliser le vote, de lui rendre son côté construction sociale et historique? Eh bien simplement, justement, en ayant recours à l'histoire. C'est-à-dire en partant d'une définition tout à fait banale de ce que c'est que voter aujourd'hui, et de montrer que cette définition qui nous paraît à nous, un contemporain complètement banal, eût semblé parfaitement extraordinaire, saugrenu, iconoclaste, il y a un siècle, 2 siècles ou 20 siècles. Donc la manière dont nous concevons le vote et la manière dont nous votons, qui nous paraît tout à fait ordinaire, est en fait une manière tout à fait singulière. Alors en quoi
quoi le vote actuellement? C'est, je l'ai déjà dit, une technologie qui a des vertus démocratiques. Bon, premier point, qui est pratiquement indiscutable. Même si on s'accorde à dire que c'est une condition nécessaire, mais sûrement pas suffisante d'un processus démocratique. C'est, en deuxième lieu, un acte individuel. C'est-à-dire dont témoigne par exemple le fameux isoloir, dont tout de suite je vais vous faire remarquer qu'il est de naissance très récente. Il n'est imposé en France qu'en 1913. Nous sommes d'ailleurs l'un des derniers pays démocratiques à adopter l'isoloir. Donc c'est a priori une pratique individuelle. C'est en troisième lieu une pratique qui est destinée à départager. C'est une pratique concurrentielle, on choisit. Et c'est en quatrième lieu un moment de rencontre entre une offre et une demande, si on file la métaphore économique. Donc c'est un moment où il y a des candidats déclarés qui vont proposer ou offrir des programmes. Bon, voilà. Évidemment, je ne bouleverse personne en disant ça, c'est la définition tout à fait ordinaire. Elle est tellement ordinaire qu'on peut presque hausser les épaules en disant, bah oui, on le sait tout ça. Alors, une idée qu'on pourrait émettre, c'est que cette définition avec ces quatre constituants très très simples de ce que c'est que voter aujourd'hui, c'est une définition qui est en fait très très moderne. Et donc, je vous invite, dans la petite demi-heure qui nous reste, à faire un petit tour, une petite incursion historique, pour montrer en quoi ce qui nous semble aujourd'hui banal est en fait tout à fait singulier. Donc la manière dont nous votons est historiquement une manière finalement très nouvelle et qui engage des choses qui, là, pour le coup, réveillent notre curiosité. Ça redevient énigmatique. Quand on compare la manière dont nous concevons actuellement l'élection et la manière dont c'était conçu depuis quasiment 2 millénaires. Alors on va commencer très très loin, on va commencer par le fameux Athènes de Périclès, puisqu'on vote. On a des témoignages de vote, donc l'Athènes de Périclès, c'est 400-500 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a à peu près 25 siècles. Alors, première surprise, ça je suppose que vous le savez tous, on dit toujours Athènes est le berceau de la démocratie. Et si Athènes est le berceau de la démocratie, c'est pas du tout parce qu'on votait à Athènes. Alors, je vais vous la faire courte, mais à Athènes, pour ce qu'on en sait, puisqu'en fait on a des témoignages qui sont quand même généralement intéressés, qui sont des témoignages écrits de philosophes, qui sont plutôt contre la démocratie. Donc on a toujours des problèmes de reconstitution de ce qu'était véritablement la vie politique à Athènes. Et la seule manière qu'on a de progresser, j'y reviendrai tout de suite après, c'est grâce aux découvertes archéologiques. Puisque, sauf si on adopte la trame du roman de La Rose, il est peu probable qu'on retrouve un écrit d'Aristote actuellement, même aux archives départementales. Je pense que ce serait bien, mais c'est peu probable. Donc pour ce qu'on sait de la vie politique à Athènes, on a un combat, véritablement politique mais également social, entre deux factions. Alors évidemment, je ne vais pas parler de partis politiques, ce serait complètement anachronique. Deux factions, une faction aristocratique, donc les vieilles familles d'Athènes, très opposées à la démocratie, et qui plaident pour quoi? Qui plaident pour la généralisation de l'élection. Et une faction, on va l'appeler démocratique, qui, elle, en tient pour le tirage au sort. Donc on a des choses qui sont, à Athènes, très très simples, deux factions qu'on peut qualifier à la fois politiquement et socialement, donc à la fois aristocratie, démocratie, riche-pauvre, pour aller très vite, ou vieilles familles et nouveaux arrivants. Et deux technologies qui sont complètement en concurrence, le tirage au sort d'un côté, l'élection de l'autre. Or, et là on a des tas de témoignages que reprennent ensuite des gens comme Montesquieu, le tirage au sort est considéré comme étant la seule technologie ayant une vertu démocratique. L'élection à Athènes, c'est considéré comme une technologie aristocratique, donc réservée, ou plus exactement devant servir les plus riches, les plus nobles, les plus vieilles familles. Donc c'est intéressant parce qu'on a une inversion complète de la manière dont nous parlons aujourd'hui. Actuellement, nous associons spontanément élection à démocratie.
à Athènes, on vous aurait regardé avec des grands yeux, enfin en tout cas sous la tête de Périclès, si vous aviez considéré qu'en généralisant le principe électoral, vous faisiez œuvre de démocratie. Donc le tirage au sort est considéré comme la technologie démocratique par excellence, au sens, comme dira plus tard Montesquieu, où elle n'afflige personne, elle ne vexe personne, mais surtout au sens où elle laisse au premier venu une égale probabilité de pouvoir participer au gouvernement de la cité. Et de fait, alors c'est très compliqué parce qu'il faut éviter d'être anachronique, on peut estimer qu'il y a à peu près 2000 fonctions politiques et indissociablement à l'époque judiciaire, mais les tribunaux ont une grande vertu, une grande fonction politique. Donc il y a, on va appeler ça des fonctions de magistrats, il y a à peu près 2000 fonctions de magistrats à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et sur ces 2000, tenez-vous bien, il n'y en a pas plus de 150 qui sont dévolues par l'élection. Toutes les autres sont dévolues par le tirage au sort. Alors Périclès, par exemple, est élu stratégoi, 25 années de suite. Périclès lui-même issu d'une famille très très noble. Ce qui d'ailleurs conforte le point de vue des démocrates. Quand on attribue une fonction par l'élection, c'est une fonction qui est généralement indéfiniment renouvelable, donc pratiquement monopolisée par les mêmes, et qui favorise les plus riches, ce qui était d'un certain point de vue le cas de Périclès. Donc on a 100 à 150 postes, lesquels requièrent une compétence technique particulière. Donc c'est des postes essentiellement militaires et fiscaux. Toutes les autres magistratures sont tirées au sort. Alors, les premiers hellénistes, avant qu'on fasse un certain nombre de découvertes archéologiques, trouvent ce système complètement incongru. C'est-à-dire, ils se posent la question, mais comment un peuple aussi éclairé, aussi civilisé, aussi raffiné, a-t-il pu confier son gouvernement à n'importe qui, à n'importe qui pouvant être tiré au sort? Alors c'est oublier que les Grecs avaient prévenu le principal reproche qu'on peut faire au tirage au sort. Le principal reproche qu'on peut faire au tirage au sort, c'est évidemment l'incompétence. N'importe qui, y compris le plus idiot, encore que l'idiotesse en grec c'est plutôt l'étranger, donc c'est malvenu d'en parler. N'importe qui, y compris le plus dilettante ou le plus incompétent, pourrait occuper les plus hautes fonctions. Alors ça, c'est quelque chose qui a été pensé et d'un certain point de vue prévenu par les Athéniens, qui avaient imaginé toute une série de garde-fous. Alors essentiellement 4. Premier garde-fou, on l'oublie trop souvent, vous ne pouvez être tiré au sort que sur une base de volontariat. Il fallait se porter candidat. Et ça, on le savait par quelques textes, notamment de Platon, qui n'étaient pas très clairs, et on l'a véritablement découvert très tardivement dans les années 30, 1930, quand on a commencé à exhumer des grands blocs de pierre qui étaient striés et qu'on a finalement réussi à réidentifier comme étant des machines à tirer au sort. Et du même coup, grâce aux inscriptions, on a compris que pour que votre tablette puisse être introduite, il fallait qu'auparavant vous ayez été volontaire. Donc vous avez un premier filtre qui est une sorte de filtre d'autocensure. Si vous vous estimez peu digne ou trop occupé pour être tiré au sort, pour être désigné comme gouvernant, vous ne vous portez pas candidat. Deuxième filtre, il y a un examen assez formel, mais qui existe quand même, par les tribunaux, eux-mêmes composés de citoyens tirés au sort, des candidatures. Donc des candidats considérés comme ignobles sont écartés. Troisième garde-fou, il est possible d'être révoqué en cours de mandat. Notamment, l'Ecclésia peut tout à fait révoquer tel ou tel magistrat en cours de mandat. Et quatrième procédure, alors je vous laisse imaginer la modernité de cette procédure, vous avez des procédures de reddition des comptes. C'est-à-dire, dès qu'un magistrat a terminé sa fonction, il doit rendre des comptes. Et il peut être soit loué, alors c'est purement honorifique, soit blâmé, et le blâme n'est pas du tout honorifique, ça peut entraîner des sanctions fiscales, voire même des peines d'emprisonnement.
voire dans le pire des cas, l'ostracisme, le bannisme. Donc vous voyez, il y a toute une série de techniques qui ont été mises en œuvre pour éviter que le tirage au sort ne débouche sur le règne de la compétence, comme Aristote le souligne, faisant parler Socrate. C'est toujours très compliqué, parce qu'évidemment Socrate n'ayant pas laissé d'écrit, on lui fait dire à peu près tout ce que l'on veut. Alors en même temps, je voudrais, en restant un tout petit peu sur Athènes, parce que c'est d'un certain point de vue très moderne, je voudrais insister sur le fait que le tirage au sort, c'est une technologie qui est donc prédominante à Athènes, qui est associée à la démocratie, mais qu'on ne doit pas extraire de toute une série d'autres dispositions politiques. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre le fait que 90% des postes de magistrats soient tirés au sort si on n'a pas en même temps dans la tête l'idée, premièrement, que les mandats sont de très courte durée, pas plus d'un an. Deuxièmement, qu'ils ne sont pas immédiatement renouvelables, ne serait-ce qu'à cause de la procédure de reddition des comptes. Donc vous ne pouvez pas être élu 2 ans de suite. Troisièmement, qu'il n'y a pas de cumul possible des mandats. Vous pourrez être membre de la Boulée, par exemple, qui est le grand tribunal de 500 personnes qui exécute les affaires courantes quand l'Assemblée des citoyens réunie a décidé ceci ou qui instruit préalablement les dossiers. Donc vous ne pouvez pas être membre de la Boulée et en même temps être membre de tribunaux ordinaires, par exemple. Donc c'est des mandats de courte durée, ce sont des mandats non renouvelables immédiatement, ce sont des mandats qu'on ne peut pas cumuler et ce sont des mandats très nombreux. 2000 postes, d'autant plus nombreux qui ne sont pas cumulables, oui, tout ça fait système, et qui ne sont pas renouvelables, et d'autant plus nombreux que, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas plus de 30 000 citoyens à Athènes. Donc vous voyez, ça vous fait quand même 2000 personnes tous les ans, sur 30 000. Et on a des historiens qui ont calculé qu'un citoyen ordinaire avait, durant toute son existence, 3 chances, oui, on peut raisonner en termes de probabilité, parce que c'est du tirage au sort, 3 chances sur 4 d'exercer à un moment les affaires de la cité. Ce qui évidemment rend ces affaires très très proches. Ce qui en même temps dissuade ceux qui occupent des postes de magistrats de les occuper de façon, on va dire, outrancière, puisque chaque dirigeant sait qu'inéluctablement il est appelé à devenir dirigé. Donc en fait, ce qui est à la base du système athénien, c'est la rotation des tâches. Et tout se passe comme si les Athéniens avaient voulu prévenir quelque chose qui ensuite va évidemment nous tomber dessus avec l'apparition des démocraties représentatives, à savoir la division du travail politique, la spécialisation, donc la professionnalisation politique. Là, on a des écrits très très explicites, notamment en matière de jugement, de tribunaux, puisque je répète, ces tribunaux sont indissociablement politiques et judiciaires. Et la base même de recrutement des magistrats, c'est l'idée qu'ils n'ont pas besoin d'être experts. Donc, on prévient tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une professionnalisation, donc progressivement à une césure professionnelle profane, donc progressivement à une dépossession de la compétence des profanes au profit des professionnels, donc plus progressivement encore d'un désintérêt des profanes par rapport à la marche ordinaire de la cité. Donc vous avez au total quelque chose qui est très très cohérent, et c'est très abusif de tirer, c'est le cas de le dire, d'extraire le tirage au sort sans voir qu'il fait système avec toute une série d'autres éléments. Alors après, je vous laisse imaginer, de façon un peu anachronique, en faisant de la rétrofiction, ce que serait notre système actuel, si les mandats n'étaient que d'un an, s'ils n'étaient pas immédiatement renouvelables, s'il n'y avait pas cumul, si l'essentiel des décisions était quand même prise par l'assemblée directe des citoyens, etc., etc. Il y a un caractère extraordinairement subversif dans cette démocratie athénienne, dont je ne retire d'un certain point de vue qu'une leçon, c'est que, à l'époque, l'élection est considérée comme un procédé anti-démocratique. C'est un expédient
qu'on doit utiliser parce qu'il y a quand même des tâches qui requièrent une très forte compétence et qu'on ne rigole pas avec les finances et on ne plaisante pas avec la guerre. Et au total, c'est une sorte de technologie qu'il faut complètement cantonner, hein, dont il faut absolument prévenir la généralisation. Donc ça, c'est une première manière de ressusciter, si je puis dire, notre étonnement. Hein, bien loin d'être la quintessence de la démocratie, le vote, dans certaines sociétés, en est l'exact antonyme, l'exact opposé. Alors, je fais un tout petit saut historique, je passe à Rome. Alors Rome, ça va me permettre de montrer que le vote n'a pas toujours été une pratique individuelle. Alors comment votait-on à Rome? Alors d'abord, premier point, hein, la Rome républicaine, quoiqu'étant censée emprunter beaucoup aux Grecs, a déjà réglé la question de la concurrence tirage au sort élection, puisque le tirage au sort a pratiquement complètement disparu sous la République romaine. Donc il y a généralisation du principe électif considéré comme un élément de démocratie. Donc vous voyez, cette équivalence vote égale démocratie, elle s'est jouée quand même très très tôt. Elle n'est pas du tout attestée à Athènes, elle l'est presque déjà à Rome. Alors comment on vote? On sait qu'on vote beaucoup, donc on vote souvent. On vote en plein air, on vote au forum. Tous les citoyens romains sont conviés à voter sur le forum, ce qui pose d'énormes problèmes de distance géographique. Donc, tous les citoyens de la République romaine n'habitant pas Rome sont évidemment fortement handicapés, avec des opérations électorales qui, en moyenne, nous dit-on, hein, peuvent durer une 60aine de jours par an. Donc on vote beaucoup et on vote longtemps. Très concrètement, comment on vote? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'unité de vote, ce n'est pas l'électeur, ce n'est pas le citoyen. L'unité de vote, c'est ce qu'on appelle, alors il y a les tribus d'un côté, mais on va laisser tomber, hein, et ce qu'on appelle la centurie. Alors, la centurie, c'est quoi? C'est une unité qui est à la fois, les comices centuriates, c'est une unité qui est à la fois militaire et fiscale. Donc, au moment du recensement, le censeur, qui est un personnage très très important à Rome, affecte chaque citoyen dans une centurie. Et ces centuries sont très fortement hiérarchisées. Vous avez tout en haut des centuries de nobles, ensuite des centuries de chevaliers au sens fort du terme, hein, qui possèdent un cheval, et puis des centuries ensuite inférieures. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a 193 centuries au total. Et l'unité de vote, c'est une décision est adoptée où un homme est élu quand il a obtenu la majorité absolue, non pas des citoyens romains, mais des 193 centuries. Avec un détail qu'il faut quand même tout de suite signaler, c'est que bien qu'étant très minoritaires, les centuries supérieures, hein, donc les centuries de nobles, les centuries d'équitesse, sont majoritaires. Donc, ont à elles seules une centaine, représentent une centaine de centuries, donc elles sont très peu peuplées, mais elles sont majoritaires en décompte de voix. Alors vous avez un système qui est encore plus extraordinaire, c'est que on vote donc centurie par centurie, en plein air. Et on vote dans un ordre hiérarchique, c'est-à-dire que ce sont les centuries supérieures qui votent en premier. Donc la première centurie se réunit, vote, et c'est prononcé pour X ou pour Y, et on compte une voix pour telle proposition, ou une voix pour X ou pour Y. On appelle les centuries prérogatives. C'est celles qui votent en première. Et alors, chose comique, on arrête le scrutin quand la majorité absolue est atteinte. Ce qui veut dire que si toutes les centuries de classe supérieure sont unanimes, les centuries inférieures, donc le peuple, la plèbe, est venu pour rien. Donc la plèbe n'a de rôle que quand il y a discorde entre les centuries supérieures. Mais vous voyez bien qu'ici, hein, l'unité de vote, ce n'est pas du tout le citoyen, hein, c'est la centurie, et on est dans un système donc très fortement censitaire, mais officiellement censitaire, c'est affiché comme tel. Alors c'est un système qui va
être un tout petit peu démocratisé par la suite. On réintroduira un peu de tirage au sort pour savoir quels sont les centuries qui votent en premier, donc ce sera plus systématiquement, et on abaissera un peu le nombre de centuries supérieurs, ce qui fait qu'à un certain moment, bon, quand les riches sont tous d'accord, ça ne suffira pas à emporter une décision. En même temps, ce système vous explique que, au grand maximum, sur à peu près 300 à 500 000 citoyens, le nombre de personnes réunies au forum n'a jamais excédé les grands jours. Pour les grands votes, 20 à 30 000 personnes. Donc c'est un système officiellement démocratique, mais en fait avec un taux de participation qui est complètement ridicule. Alors, troisième temps et troisième phase historique, c'est l'Église catholique. Alors, pourquoi est-ce que je vais parler de l'Église catholique alors que je vous assure n'avoir aucune compétence spécifique pour en parler? Parce que quand on prend un peu de recul, l'Église catholique, alors même si elle a la réputation d'être une institution totale, ce qu'elle l'est d'un certain point de vue dans sa définition sociologique, c'est très monolithique, voire totalitaire, pensez aux pratiques inquisitoriales. L'Église catholique est la seule institution à avoir pratiqué systématiquement le vote pendant à peu près 15 siècles. On n'en trouve pas d'autres. Et du même coup, on peut considérer que l'Église catholique et ses ramifications, qui sont très importantes, notamment les monastères, et notamment les monastères bénédictins, par exemple, qui ont été très inventifs, l'Église catholique, enfin, le monde ecclésiastique, est un laboratoire presque chimiquement pur d'invention des technologies électorales. C'est-à-dire que nous devons pratiquement tout à ce que progressivement les docteurs de l'Église ont, de façon très très pratique, codifié. Donc l'établissement d'une liste électorale, les règles de dépouillement, les assesseurs, qu'est-ce qu'un bulletin blanc et nul, donc toutes ces choses qui nous apparaissent relevant d'un droit tout à fait contemporain, c'est en fait les docteurs de l'Église qui, dès le IVe ou Ve siècle, l'ont conçu. Donc, on a intérêt à regarder de près ce qui s'est passé. Alors, peut-être au passage, une petite explication, mais qui est très triviale. Pourquoi cette fonction centrale de l'élection dans la Sainte Mère, l'Église catholique? Pour une raison très simple, c'est que on n'a pas trouvé d'autres technologies de désignation des représentants. Bon, le principe héréditaire, qui évidemment ne peut pas fonctionner, pour des raisons qui vous sembleront très très évidentes, et l'Église a très tôt répudié le tirage au sort, dont on nous dit que chez les Grecs, qu'il avait une signification plus ou moins divine, mais qui est considéré comme un pur et simple sortilège par l'Église catholique. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas 40 modalités de désignation des représentants. Ça ne peut être que l'élection par les pairs, PIRS, et du même coup, il faut bricoler tout un système électoral qui va devenir de plus en plus ingénieux. Alors pourquoi je laisse de côté différentes dispositions du droit canon, même si ça peut être assez intéressant, il faut quand même savoir que ça jouait un rôle matriciel. Par exemple, les révolutionnaires, même quand ils ont entendu se désolidariser de l'Église catholique, ont beaucoup emprunté aux technologies médiévales, notamment impulsées par l'Église. Idem pour Florence, pour Bruges, pour Venise, etc., etc. Alors, ce sur quoi il peut être intéressant de porter l'accent, c'est l'idée que pour l'idéal normatif, quand on vote à l'intérieur d'une abbaye, ou quand on vote pour élire le pape, par exemple, ou même pour élire un évêque, puisqu'au départ, on a généralisation du principe électif. Même les abbés, dans l'Église primitive, sont théoriquement élus par leurs fidèles, par leurs ouailles. Ce sera peu à peu terminé, mais au départ, le principe électif est vraiment complètement généralisé. Et le but, c'est quoi? L'idéal normatif, c'est pas du tout de faire apparaître une majorité et une minorité, et donc de légitimer le nouvel élu par le fait qu'il ait eu tant de voix. L'idéal normatif, c'est l'unanimité. Donc vous trouvez dans toute une série de documents des formules en latin, unanimitaire, omnis concors congregatio, etc., qui vous montrent qu'à chaque fois, la personne qui a été élue pape ou élue abbé
supérieure l'a toujours été à l'unanimité des votes. Donc, on vote, mais ça peut nous paraître complètement saugrenu, hein, on vote, mais c'est d'un cœur unanime que toute une communauté doit désigner un représentant. Alors même si au départ ce n'est pas complètement le cas, à l'arrivée, il faut bel et bien que cette unanimité apparaisse, qui est très très logique d'un certain point de vue par rapport au credo. Le vote, nous dit-on, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut souffler que d'une seule manière. Donc il doit, d'un certain point de vue, éclairer de la même manière tous les électeurs. Pensez à l'élection du pape, par exemple. Et s'il n'y a pas unanimité, s'il y a partage des voix, s'il y a donc dissidence, en latin ça s'appelle contrariatas, c'est très intéressant, ça prouve qu'il y a des esprits mal intentionnés, voire même malins. C'est-à-dire que l'Esprit Saint n'a pas soufflé sur tout le monde de la même manière. Bon, donc ça c'est l'idéal normatif. Puis après il y a la pratique. La pratique, c'est que c'est quand même assez exceptionnel, ça peut arriver, mais c'est assez exceptionnel, même si on le camoufle, qu'on puisse avoir une unanimité spontanée. Donc on sait bien qu'il y a des querelles plus ou moins importantes, des discordes, et qu'il y a partage des voix. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va finir par admettre, mais après de très nombreux siècles, je crois que c'est le Concile de Latran au XIVe siècle, on va finir par admettre, contraint et forcé d'un certain point de vue, qu'un candidat simplement majoritaire puisse être élu. Mais on va le faire au prix d'un détour qui vaut la peine d'être évoqué, qui est l'invention par Saint Benoît, donc le fondateur des Bénédictins, de la règle dite de la seniorité. Alors que nous dit Saint Benoît? Il nous dit, principe intangible, l'élection. Il peut arriver, exceptionnellement, qu'il n'y ait pas unanimité. Dans ce cas-là, un candidat simplement majoritaire peut être élu à condition qu'il ait, parmi ses électeurs, la meilleure part du Conseil. Seniorité, la senior pars, la major pars. Autrement dit, on unifie deux principes, le principe du nombre, donc on se contente de compter, et le principe de la qualité. On ne se contente pas de compter, on pèse. Donc vous avez le droit d'être élu si les meilleurs parmi les électeurs ont voté pour vous. Alors la suite, vous la devinez, c'est une querelle, on pourrait dire presque byzantine, pour fixer les critères de la seniorité, qui seront les meilleurs. Et vous avez des dizaines d'écrits pendant 5 siècles pour fixer les critères de la seniorité. Ça peut être l'âge, ça peut être l'ancienneté dans la fonction, ça peut être la connaissance du dogme, ça peut être le privilège de la naissance, etc. etc. Et vous aurez... Alors en même temps, cette histoire de seniorité est un très bon moyen pour les instances supérieures de l'Église de contrôler en appel les décisions des instances inférieures. Parce que dès qu'il y a conflit sur l'application du principe de seniorité, ça remonte en appel, à l'évêque par exemple, et à l'arrivée au Vatican, au Saint-Siège. Mais on est quand même coincé sur un type d'élection pour lesquelles il n'y a pas d'instance supérieure, c'est l'élection du pape. Donc on finira par admettre, mais vous voyez, après un détour qui prouve bien la répugnance de l'Église pour l'adoption du principe majoritaire, on finira par admettre qu'on puisse être élu en étant simplement majoritaire. Sauf que le Concile de Latran, dont je vous parlais tout à l'heure, stipule des règles qui sont quand même beaucoup plus drastiques. La majorité, c'est une majorité qualifiée. C'est par exemple, au départ, une majorité des 2/3. Donc la majorité simple, voire même relative, ne suffit pas. Donc, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces. Au départ, les évêques étaient élus par la foule unanime. C'était comme ça qu'était réalisé le principe d'unanimité. Mais après tout, quand le pape, vous savez ce magnifique film Annunus Pavave, quand le pape est élu, son premier geste, c'est d'aller au balcon de la place Saint-Pierre
Et là, vous avez quoi? Vous avez répétition du principe d'unanimité, c'est-à-dire la foule acclame unanimement le nouvel élu. Et les résurgences du principe d'unanimité, c'est par exemple un certain nombre de jurys d'assises. Aux États-Unis, je sais pas, il y a un très beau film également là-dessus, Le 13e homme, je crois, où il faut l'unanimité des membres d'un jury pour. Ou c'est aux États-Unis, au moment de la désignation des candidats, la pratique qu'on retrouve maintenant pour les sondages d'opinion du bandwagon, c'est-à-dire que quand un candidat a obtenu la majorité des mandats lors de la convention, soit démocrate, soit républicaine, il a lâché de ballon et toutes les délégations unanimement rallient ce nouveau candidat. Donc vous voyez, ça a laissé des traces, ces histoires d'unanimité. Mais quelles leçons en tirer? Une leçon très simple, c'est qu'au départ, ça peut nous paraître absolument stupide, ça ne l'est pas, au départ, une élection n'est pas du tout destinée à faire apparaître une majorité et une minorité. L'idée qu'on départage par l'élection est une idée qui aurait été considérée comme complètement inconcevable, incongrue par les docteurs de l'Église qui pourtant avaient pas mal de pratiques et d'expérience en la matière. Je termine très très rapidement par la Révolution française, par chez nous, qui est une période extraordinaire en matière électorale, puisque je crois qu'on a 8 systèmes de scrutin qui sont pratiqués en 10 ans. Et que, au total, jamais une période aussi courte n'aura été aussi propice en renouvellement électoraux. Alors, on connaît les grandes élections, l'élection à la constituante, à la convention, puis ensuite au moment du consulat, à la Chambre des 500. On connaît le fameux référendum, puisque c'était le premier de l'an 3, sur la ratification de la constitution de l'an 3, qui n'a jamais été appliquée. Mais on oublie que les conseillers généraux qui ont été inventés au moment de la Révolution française vont être élus, les maires vont être élus, les conseillers municipaux vont être élus, les officiers de la garde nationale vont être élus, les curés vont être élus, après la constitution civile du clergé, les officiers des postes vont être élus. Donc vous avez véritablement généralisation du principe électif au moment de la Révolution française. Alors, si on reste aux grandes élections, c'est-à-dire l'élection à l'Assemblée nationale, appelons-la comme ça, même si elle a pris des noms très très différents. Généralement, quand on parle de la période révolutionnaire, on s'empaille sur deux choses. La première chose, c'est la fameuse question de la distinction citoyen actif, citoyen passif, qui à mon avis n'est pas décisif, parce que outre le fait que c'est une distinction qui est abolie très très tôt, en 1791, il y a très peu de citoyens passifs. Et par rapport à ce qui se passe à la même époque, par exemple en Angleterre, on peut considérer qu'on n'a pas un suffrage universel, mais la France a véritablement beaucoup d'avance en matière d'octroi du droit de suffrage. L'autre querelle, c'est sur les étiquettes politiques des différents députés. Donc on va parler des Girondins, des Montagnards, des Feuillants, etc. Toutes choses qui n'ont aucun sens, puisqu'il n'y a pas d'instance centrale qui distribue les investitures, il n'y a pas de groupe parlementaire, et c'est pas comme ça que les choses vont se passer à l'Assemblée. Donc je crois qu'il y a des débats beaucoup plus importants quand on parle des élections sous la Révolution française. Il me semble qu'il y a deux ruptures, et je voudrais conclure là-dessus. Et vous voyez, c'est assez proche, la Révolution française, c'est vraiment notre héritage, notre tradition nationale. Et bien que ce soit historiquement proche, beaucoup plus proche que Périclès, on va voir que c'est complètement différent de la manière dont nous concevons les choses actuellement. Alors, première rupture, ça c'est un décret de 1789, novembre 1789. Donc ça intervient presque au début de la Révolution française. Les assemblées ont épuisé leur rôle quand elles ont désigné un représentant. Les assemblées électorales, pardon, ont épuisé leur rôle quand elles ont désigné un représentant. Vous avez un décret qui sort sous cette forme. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va complètement modifier la signification de l'élection. Si vous prenez l'élection au moment de la convocation des États généraux, c'est quoi le gros moment de ces assemblées électorales? Le gros moment, c'est la discussion, la délibération collective sur ce que l'on va mettre, sur ce qu'on va écrire, inscrire dans ces cahiers de doléances.
C'est-à-dire quels sont les griefs qu'avec tout le respect qu'on lui doit, on peut adresser au roi. Quels sont, le terme le dit bien, quelles sont les doléances. Et ces cahiers de doléances, dont on a retrouvé de très nombreuses traces, même si malheureusement beaucoup ont été perdus, se présentent effectivement au niveau des assemblées primaires, puis après ça va être filtré au niveau des assemblées de canton, puis des assemblées de département, comme toute une série on dirait aujourd'hui, de revendications, de pétitions issues de très très longues délibérations. Donc la fonction essentielle des opérations électorales, c'est de délibérer ensemble, de hiérarchiser une liste d'enjeux supposés prioritaires, et puis après, mais c'est subsidiaire, c'est subalterne, c'est second chronologiquement, ça prend très peu de temps de désigner un représentant, lequel, généralement, est désigné presque naturellement. C'est celui qui sait lire et écrire, qui, au moment des débats, a une autorité suffisamment naturelle pour finalement... et qui sera chargé, il y a quand même un quasi-mandat impératif, de défendre à l'échelon supérieur les cahiers de doléances, les doléances qui ont été inscrites. Alors, je reviens au décret dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Les assemblées électorales ont épuisé leur rôle quand elles ont désigné les représentants. Ça veut dire que toute la partie délibérative est complètement supprimée. Donc c'est très bizarre la Révolution française, parce qu'à la fois ça généralise le principe électif, et en même temps ça cantonne l'élection à la simple désignation d'un représentant. Et toute la partie délibérative plus mandat impératif a complètement disparu. Et c'est pas très étonnant, puisque ça a été la même chose lors des deux grandes révolutions politiques précédentes, la Révolution anglaise et la Révolution américaine. Donc c'est co-substantiel à l'apparition des démocraties représentatives. En fait. Alors vous allez me dire, mais tout ça n'est pas très grave, parce que de toute façon, la délibération, elle intervient dans ce que nous nommons maintenant les campagnes électorales. Nous sommes en plein dedans. Alors c'est oublier une deuxième propriété très très bizarre de la période révolutionnaire, c'est que la période révolutionnaire prohibe tout système de candidature. Vous ne pouvez pas être candidat à la moindre fonction. Alors pourquoi? Pour prévenir. Alors là, on a un double héritage, un héritage répulsif, négatif, c'est les pratiques de la Rome républicaine, qui sont des pratiques de corruption, et les pratiques de l'Angleterre, qui sont également des pratiques de corruption et d'achat des voix à très très large échelle. Donc pour prévenir ce système, on prohibe le système des candidatures, et on emprunte également, sans le dire, à la tradition ecclésiale. Vous savez que quand je disais tout à l'heure que normalement quelqu'un était élu à l'unanimité, c'est toujours à l'unanimité moins une voix. Parce que normalement vous ne pouvez pas voter pour vous. C'est un signe d'immodestie que de voter pour vous-même. Et donc on emprunte là encore à cette tradition ecclésiale, on la pousse jusqu'au bout en prohibant tout système de candidature. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là ça devient très intéressant parce qu'on fait une sorte d'ethnographie pratique de ce qui se passait réellement quand on élisait quelqu'un, n'importe qui, durant la Révolution française. Ça veut dire que vous avez une assemblée, réunie dans une église généralement, de 200 ou 300 personnes. En fait, c'est pas complètement ça, puisqu'on va plutôt réunir les gens au chef-lieu de canton pour dissoudre toutes les allégeances villageoises. Donc ils sont réunis au chef-lieu de canton, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'entre eux ont dû voyager une paire de temps avant d'arriver à ce chef-lieu de canton. Ils sont tous réunis dans l'église. Et ils doivent, donc par exemple, désigner 6 représentants à l'Assemblée départementale. Alors les systèmes électoraux sur la Révolution française sont encore plus complexes, puisque vous devez écrire sur votre bulletin 2 fois le nombre de sièges, 2 fois le nombre de candidats. Donc si vous avez 6 représentants à élire, vous devez en désigner 12. Donc vous en écrivez 12. Mais il n'y a pas de candidat. Ce qui veut dire qu'au moment du dépouillement, et on a des chiffres qui nous sont arrivés, qui sont tout à fait stupéfiants actuellement, sur par exemple 300 électeurs, on peut avoir 250 personnes qui ont obtenu une voix. Et le premier, celui qui a obtenu plus de voix, n'a pas obtenu plus de 5 ou 10%. Donc c'est un système de dispersion incomplète des voix qui nécessite un deuxième et un troisième tour.
Ce qui fait que les opérations électorales sont démesurément longues. Je vous ai parlé des assemblées départementales, c'est en moyenne 2 ou 3 jours. Parce que tout commence par une vérification des mandats. Ensuite, on élit le bureau. On élit le bureau à 3 tours. Et il n'y a pas de candidat possible. Le bureau, c'est très important parce que le bureau, il est là, par exemple, c'est l'instance devant laquelle chaque électeur va passer. Et je vous rappelle qu'il y a quand même 40% de personnes qui sont analphabètes. Donc c'est quand même intéressant quand vous êtes au bureau que de pouvoir aider, avec beaucoup de guillemets, les gens à remplir leur bulletin. Donc c'est un rôle stratégique tout à fait considérable. On a calculé qu'en moyenne, quand on avait vérifié les mandats des électeurs et élu les membres du bureau, il s'était déjà écoulé 5 heures. Et ensuite, vous aviez seulement à procéder aux opérations électorales. Du même coup, ce que pas mal d'historiens, notamment contre-révolutionnaires, ont considéré comme un échec de cette période, c'est-à-dire la montée, qui est effectivement spectaculaire, des taux d'abstention. En moyenne, par exemple, sous le consulat, on n'a pas plus de 15% de participation. La fameuse constitution de l'an 3, elle est votée par à peu près 15% des électeurs. Alors, on lui donne une signification politique, qu'elle a peut-être. C'est peut-être effectivement une lassitude ou une façon de voter avec ses pieds, comme on dit généralement. Mais ça a d'abord et avant tout une raison très simple, c'est que c'est cette lassitude entraînée par l'allongement démesuré des opérations électorales qui vous clouent sur place, c'est-à-dire généralement loin de chez vous, puisque c'est au chef-lieu de canton, et quelquefois au niveau supérieur, au chef-lieu du département, qui vous maintient loin de chez vous entre 3 et 8 jours. Donc très très vite, un certain nombre d'électeurs vont renoncer. Alors voilà, on est dans un système qui est quand même pour le moins saugrenu, où on vote sans qu'il y ait de programme et sans qu'il y ait de candidats. Alors comment c'est concevable ça, et je termine là-dessus. N'oubliez pas 2 petits détails. Le premier détail, c'est que vous ne pouvez pas être électeur si vous n'avez pas prêté serment à la République ou à la Constitution, ce qui évidemment écarte tous les récalcitrants. Donc ça, c'est une première chose qui va jouer le rôle de filtre. Et puis, deuxième point, on a une conception qui est bizarrement à la fois très collective et très individualiste. Le représentant, dont je vous rappelle qu'il n'est jamais le représentant de son département, mais de la nation tout entière. Donc ça, c'est resté d'ailleurs, d'un certain point de vue, dans la Constitution actuelle. Le représentant, il doit être en fait le plus vertueux possible. Il n'est pas élu pour des considérations partisanes et politiques, puisque le fait de prêter serment homogénéise un peu les opinions de chaque votant. L'idée, c'est que on doit désigner finalement le représentant qui présente le plus de qualité, le représentant le plus vertueux. Et du même coup, on comprend mieux l'idée qu'on prohibe le système de candidature et qu'on prohibe toute campagne électorale qui pourrait porter sur des programmes divergents. Il y a une obsession sous la Révolution française qui est quand même l'obsession de l'unité. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Enfin, vous voyez bien à quel point, quand on considère que quand on vote actuellement, les choses sont absolument banales, que d'un certain point de vue, on a toujours voté comme cela. Bon, ce sont des choses qui sont quand même très très éloignées de la réalité. Non, le vote n'a pas toujours été considéré comme l'équivalent de la démocratie. Non, le vote n'a pas toujours été individuel. Non, le vote n'a pas toujours été destiné à séparer une majorité et une minorité. Non, le vote, ce n'est pas des candidats qui présentent des programmes à l'approbation des électeurs. Tout ça est relativement récent. Voilà, je vous remercie.